Bonjour à tous, vous allez bien? Ouh. Et ça va, hein, parce que c'est juste après le déjeuner, donc c'est pas mal, quoi. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler en fait, d'un chemin d'une équipe qui était plutôt de développement applicatif vers plutôt une équipe qui est responsable d'un service. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait? Donc nous, on a tendance à accrocher ça au SLO, mais je vais vous décrire un petit peu tout ça. J'avais des grandes ambitions quand j'ai écrit l'abstract, parler aussi de potentiel d'approche architecturale, etc. J'ai dû le réduire parce qu'en fait, la présentation passe assez vite. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre ensemble aujourd'hui? Ben, peut-être que vous savez déjà plein de choses et que juste je vous explique qui sont des choses qui sont déjà hyper cadrées chez vous dans vos équipes. J'espère pas, en tout cas, les échanges que j'ai vus avec pas mal, enfin, un certain nombre de gens de l'industrie, en fait, il y a toujours des choses à apprendre. En tout cas, nous, ce qu'on a appris, c'est à justement à prendre une équipe qui était centrée sur développer un produit. Moi, je travaille chez un éditeur logiciel, donc on sait faire des produits, mais et bouger ça vers une notion de service, donc qui est hosté et managé par la même équipe, développé, hosté, managé par la même équipe pour des clients. D'accord? Et du coup, ben, comment est-ce qu'on gère ça? Comment on approche les choses? Les fameux service level objectives, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça nous permet de piloter les risques? Et voilà, quel est l'impact au niveau de la façon de penser de l'équipe? Donc, ce que j'espère vous offrir, c'est un framework pour penser un petit peu l'évolution de vos équipes. Pourquoi? Parce qu'en fait, euh, on était des développeurs applicatifs et de plus en plus, on parle d'API qu'on expose, qui sont réutilisés par des gens en interne ou en externe. Et du coup, cette notion de service, est de plus en plus vraie, notamment dans l'approche DevOps. Donc, moi, je m'appelle Emmanuel Bernard. Je travaille chez Red Hat, mais surtout, j'ai beaucoup de mon travail que j'ai fait dans l'open source depuis trop d'années maintenant. Euh, euh, les choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, c'est Hibernate et puis plus récemment Quarkus. Et au sein de Red Hat, voilà, j'ai pris pas la carrière managériale, mais la carrière technique. Et ça ne veut pas dire qu'on est tout seul à faire un petit truc. On peut travailler avec des équipes, des grosses équipes, mais on est en tant que contributeur individuel et on approche plutôt du leadership que du management. Donc, je ne sais pas si vous avez une capacité d'influence dans vos sociétés. Moi, je trouve cette séparation entre l'évolution managériale et l'évolution technique est intéressante. Et il y a un petit peu moins de 2 ans, on m'a dit, voilà, donc là, tu as l'air super bien sur Quarkus, tu veux pas partir et dire, passer à autre chose et dire, tu vas développer un service cloud et aider une équipe à passer de cette mentalité produit vers la mentalité service cloud. Bon, j'ai hésité et en fait, je me suis dit, je pouvais pas ne pas essayer. En fait, c'était trop intéressant comme challenge. Et donc voilà, moi, je suis l'architecte qui essaie de coordonner un petit peu le travail des équipes autour de ça. Et du coup, c'est le contexte. Le premier service, en tout cas, sur lequel moi j'ai travaillé, c'est un Kafka. C'est un Kafka as a Service qui est donc managé et déployé par Red Hat. En interne, on le déploie sur du Kubernetes et on ne partait pas de zéro parce que ce n'est pas la première fois qu'on essaie de faire des services cloud et notamment, on a un Kubernetes as a Service qui est géré par les équipes Red Hat et donc on a déjà des équipes SRE, Site Reliability Engineering, dont je parlerai un petit peu après. Du coup, on s'est dit, bah voilà, on a cette expérience de ces équipes-là, nous on a un produit, ça va bien se passer. Donc leçon numéro 1, en fait, on a beau lire tous les livres qu'on veut, on a beau regarder toutes les présentations qu'on veut. Penser service, c'est par rapport à penser applicatif, c'est vraiment un chemin et faut en faire l'expérience pour vraiment internaliser tout ça. Et donc là, vous allez me dire, mais pourquoi il parle de ça si ça ne sert à rien? Et en fait, c'est quand même utile d'avoir des présentations pour vous accélérer dans le cheminement de pensée, voir les problèmes plus tôt, les anticiper et d'aller plus vite dans votre cheminement d'équipe. Mais ça reste un cheminement qui va prendre du temps et qui est important expérientiel, j'ai envie de dire. Donc, j'ai découpé la présentation en 2 grands morceaux. Le premier, c'est du point de vue de l'équipe qui fait cette migration, voilà, quelles sont les évolutions sur lesquelles qu'on va vouloir avoir dans la façon de penser de l'équipe, la façon peut-être de s'organiser. Et puis,
Là, ça va dépendre si vous faites vraiment du pur DevOps, au sens la même équipe qui fait tout, versus vous avez une équipe plus SRI et une équipe plus Dev. Mais qu'est-ce que les ops vont vous demander et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va commencer par l'équipe qui est en phase de migration, de repenser un peu sa façon de travailler. Donc la grosse différence, c'est que quand on développe un produit ou une application, on le développe, on écrit de la doc, et puis c'est d'autres gens qui vont aller configurer, mettre en prod, gérer, etc. Donc il y a une espèce de... On balance par-dessus le mur, et puis on est conscient qu'il y a des choses à faire, etc., mais pas autant que quand on le vit pour de vrai. Quand on gère sous forme de service, et donc on est responsable des choses, il y a la façon négative de le dire qui dit, ben, quand quelque chose plante, c'est ta responsabilité ou c'est notre responsabilité plutôt. Donc ça, c'est la version négative. La version plus positive, c'est chacun est responsable de la qualité du produit dans son ensemble et donc du service dans son ensemble. Et ça, c'est une bonne pratique générale. Commencez par ce que vous voulez vraiment offrir, qualifiez un petit peu ce que vous voulez faire avant de vous lancer. Mais je trouve que c'est extrêmement important pour un service sous deux angles. Le premier, c'est de bien définir les limites du système. Si on met un système qui n'a pas de limite, on dit non, non, mais tu peux stocker jusqu'à l'infini, on a de la bande passante à l'infini, on a du CPU à plus savoir qu'en faire. Dans la vraie vie, ça n'existe pas les systèmes qui scalent de manière linéaire à l'infini. D'accord? Il y a la réalité physique. Et donc, ce que ça aide de définir les limites, ça aide déjà votre client à savoir jusqu'où il peut aller, peut-être du coup anticiper en faisant du sharding ou des choses comme ça si ça atteint les limites. Et puis, pour vous, c'est vous connaissez les limites et vous allez pouvoir tester ça aux limites. On va en voir un petit peu après. Qu'est-ce que c'est des limites? Ça peut être les limites vraiment assez fondamentales pour nous en tant que sur l'application, la bande passante, le nombre de connexions simultanées, le stockage maximum, des choses un peu plus élevées qui dépendent un peu du service que vous allez faire. Quel est le nombre de partitions que vous pouvez avoir, par exemple, dans un Kafka, le nombre de messages, la taille maximum de messages, etc. Donc, on définit ces paramètres-là. Et donc, on réfléchit à quelque chose qui soit utile pour la plupart des gens, tout en ayant défini la boîte dans laquelle on va tourner. Et la deuxième, c'est l'attente qu'on veut avoir par rapport au système en termes de disponibilité, rapidité, latence à 90%, latence à 99%, le ratio d'erreur, peut-être 0,1% d'erreur parmi les requêtes. Il y a 0,1% des requêtes qui ont, entre guillemets, le droit de ne pas réussir. Il y en a d'autres sur le côté correct du retour de l'information, sur le côté frais des données, quand on a des choses je ne sais jamais, eventually consistent, je ne vais pas le dire en français parce que je me trompe tout le temps. Voilà, et donc système aux limites et puis les attentes, d'accord? Quand on a défini ces deux choses-là, il y a plein de choses qui vont découler. Et on va regarder ça. Mais il faut passer du temps là-dessus. Le problème, c'est que quand on passe du temps sur des choses assez abstraites, quand on n'a pas vraiment démarré le projet, eh bien, on peut y passer des heures et des heures. Et c'est des conversations sans fin. Parce qu'il y a des équipes dont les gens vont être plutôt conservateurs. Par exemple, des gens qui font des produits qui sont après donnés chez des clients. Et pendant des années, ils ont tendance à essayer d'avoir le moins de bugs possible quand on dit que c'est la version GA. Parce qu'on sait la difficulté de migration et d'évolution que les clients peuvent avoir. Du coup, on est très pessimiste à rajouter de plus en plus de protection. Donc le SLO, on va dire, bah, nous, on ne peut pas garantir rien du tout, jamais, c'est trop difficile. Puis d'autres super optimistes, non, mais nous, ça ne va jamais tomber, le système. D'accord? Et en fait, on ne peut pas vraiment résoudre cette dichotomie et cette différente façon de penser de chacun. Donc, c'est important d'avoir cette conversation pour aller explorer un peu les raisons pour lesquelles on voudrait quelque chose de haut ou pas. Mais à la fin, il faut se lancer, il faut essayer. D'accord? Donc, lancez-vous avant. Ça ne veut pas dire lancez-vous en prod, mais dès que quelque chose est prêt, qui marche sur l'ordinateur du développeur, vous allez le déployer sur un serveur et ça va être la V0 de votre service. Vous allez apprendre à le faire tourner. Vous allez apprendre à déployer des nouvelles versions. Vous allez apprendre à mesurer les choses qui sont importantes. Et peut-être qu'avec des clients alpha, vous allez pouvoir comprendre si ça match, si c'est utile, les limites que vous avez définies ou pas. D'accord? Et
essayez d'anticiper, parce que comme vous êtes au tout début, bah, peut-être qu'il faudra un SLO beaucoup plus élevé, ou peut-être que les limites que vous avez définies ne sont pas les bonnes, et du coup, il faut, dans votre architecture, essayer de vous fermer le moins de portes possible. Cela dit, si vous fermez 0 porte, vous allez dépenser énormément d'ingénierie. Donc, il y a un équilibre à avoir. Quand on définit les limites d'un système, on dit voilà, jusqu'à tant de bandes passantes, tant de messages par seconde. C'est hyper utile pour plein de choses. Déjà, il y a peut-être des choses que vous allez pouvoir faire plus vite. Je prends un exemple. Donc Kafka, c'est un système distribué. Si on dit que le facteur de réplication est égal au nombre de nœuds physiques, ça veut dire que tous les nœuds ont les mêmes données, en fait, puisque chacun se réplique. Mettons trois nœuds et trois réplications. Donc on a une copie sur chacun des nœuds. Du coup, la consommation de disque dur est symétrique. Donc il y a des choses beaucoup plus simples à faire que si on avait une différence ici, par exemple, 6 brokers avec une replication factor de 3. Peut-être que c'est quelque chose sur lequel on peut accélérer le développement. Peut-être que c'est un mauvais choix parce que du coup, ça nous bloque sur le futur. Donc ça, c'est des équilibres à avoir. Mais en tout cas, d'avoir des limites du système, ça vous permet de faire de prendre des décisions plus rapides. Un produit, vous demandez beaucoup de flexibilité sur des déploiements parce que vous ne savez pas exactement concrètement comment ça va être déployé. Sur un service sur lequel vous choisissez vos déploiements, vous avez plus de flexibilité. L'autre point super important, c'est que comme on a des limites qui sont définies, on va pouvoir tester à la limite des tests de charge, des tests de nombre d'instances déployées en parallèle. Du coup, on va voir les points où justement on n'est pas capable d'arriver à ces limites, voir ces limites, voir comment le système se comporte avant ces limites, corriger ça jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui est stable jusqu'aux limites. Et ça donne beaucoup de confiance en fait. Parce qu'on dit, bah, au moins jusqu'aux limites qu'on a définies, on sait que ça fonctionne, on a pu le tester. D'accord ? Si on dit infini, en fait, on ne sait pas. On dit, en fait, en vrai, on dit je ne sais pas, et puis à un moment, ça va planter, et on va devoir courir comme des, comment on appelle ça, comme des poulets sans tête. Et puis, ces limites, elles clarifient le... Cette limite, c'est quelqu'un, il y a des gens qui se sont mis ça dans la tête et se disent oh. Et l'autre chose, c'est que votre client, du coup, c'est aussi clair pour lui. Bah, moi, je peux aller jusque-là. Du coup, il y a aussi moins d'inconnus. Un truc important, c'est ces limites. On pourrait très bien dire ne dépasse pas 1 teraoctet de consommation. D'accord ? Sinon, ça va mal se passer. OK ? Et puis là, 1 teraoctet et demi se passe. Et là, paf, catastrophe, plus rien ne marche. Et du coup, votre client, il dit oh, ça marche plus, qu'est-ce qui se passe ? Et là, vous dites tu as dépassé 1 teraoctet, on t'avait dit de ne pas le faire. Bon, bref, personne n'est content ici. Et le système, il est tombé. Donc, ce qu'il faudrait, c'est anticiper. Première approche, on dit bah, on va mesurer. Comme ça, on va pouvoir dire, quand on est à 800 gigas, on va peut-être prévenir la personne qu'il lui reste plus que 20% de disque. Ça, c'est bien, ça permet d'anticiper, mais on peut toujours avoir un système qui tombe parce qu'on va au-delà des limites. Donc, la limite qui est idéale, c'est celle qui est bloquée, dont on limite. On va littéralement de manière... Enfin, on va ne pas permettre dans le système, par exemple, d'aller au-delà de 1 teraoctet et bloquer de manière connue, avec une erreur connue. Et du coup, le système, il reste toujours stable, quoi qu'il arrive. Ça, alors, ce n'est pas toujours possible, mais c'est vraiment une aspiration intéressante là-dessus. L'autre point intéressant, c'est les attentes qu'on a à propos du système. Donc, dire je veux un SLO de 100%, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est se définir quelque chose qui est utile et acceptable pour tout le monde. Et cette valeur, elle est intéressante pour vos clients qui se disent ben, moi, c'est vraiment critique cette fonctionnalité. Est-ce que j'accepte de tomber quand ce système critique tombe? Si la réponse c'est non parce que le SLO est trop bas, eh ben, soit c'est une négociation avec l'équipe, soit le système va rendre cette dépendance critique en dépendance non critique, avec de la redondance, peut-être un autre système temporaire en attendant que le système remonte, etc. etc. Et donc, qu'est-ce que c'est un SLO? Ce qu'il faut, c'est que ça se rapproche le plus de l'utilisation normale et principale du système. Par exemple, dans le cas de Kafka, j'envoie des messages et je reçois des messages à partir d'un broker. D'accord, je peux les consommer. Mais il faut que ça soit mesurable et mesuré pour que ça soit un objectif. Un objectif qui n'est pas mesurable, c'est juste une hypothèse, en fait. Et vous n'allez pas pouvoir réagir dessus. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver un proxy qui correspond à notre client heureux et qui soit le plus proche possible et qui soit quelque chose de mesurable pour nous. Et puis, à partir de ce SLO qu'on va mesurer, on va savoir si on l'atteint tout le temps et sur lequel on va peut-être prendre plus de risques parce que le système est vraiment stable, ou on ne l'atteint pas de manière chronique, et là, il y a un problème, il va falloir réinvestir dans la stabilité du système
peut-être du travail d'architecture, peut-être plus de développement, peut-être des opérations de maintenance mieux, mais en tout cas, on sait où on doit réinvestir. D'accord? SLA, ça veut dire Service Level Agreement, c'est la chose que vous avez face à un cloud provider ou n'importe quel contrat en vrai. Mais c'est en gros le SLO plus de la marge, plus le légal qui essaie de couvrir et garantir le moins possible. Donc c'est pas autant utile qu'un SLO de ma part. Et après, un SLO, c'est pas garanti à 100%. Je ne vous garantis pas à 100% que je vais avoir 99% de disponibilité. Je vous dis, c'est que c'est vraiment ce que j'essaye. Et avec le SLA, je vais peut-être avoir des pénalités financières si je ne l'atteins pas. Donc, il faudrait un SLO de SLO, mais en fait, on ne s'en sort pas. Donc, ça reste quand même une aspiration. Donc, c'est utile, mais ce n'est pas la vérité vraie absolue. Donc, il faut garder un petit peu de distance par rapport à ça. Ce qui est intéressant avec le SLO, c'est tout ce qu'on peut dériver. On va, comme j'ai dit, un peu dériver l'investissement. Si on est systématiquement en dessous de notre SLO, il y a un problème. Est-ce que c'est parce que c'est trop long de récupérer une instance qui est partie en carafe? Est-ce que c'est parce que ça tombe de manière trop fréquente? C'est quoi le problème? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut investir qui n'est pas fonctionnel, mais qui est sur la stabilité du système? Puis si on est au-dessus, on peut se donner plus de liberté d'innovation. Ça va influencer l'architecture. Avoir un système qui est disponible 95% du temps, c'est différent de 99,99% du temps. Et ça demande des investissements d'architecture très différents. Peut-être de vos dépendances, par exemple. Ça va vous permettre de dériver les indicateurs qui sont utiles pour mesurer votre SLO et surtout pour anticiper le fait que le SLO est un peu trop consommé. Et du coup, d'anticiper via des alertes ou des choses comme ça. D'accord? Donc en fait, beaucoup de choses sont dérivées du SLO. Donc c'est pour ça que malgré la difficulté de définition, surtout quand on n'a jamais démarré et fait tourner un service, c'est important de se lancer, d'essayer un chiffre et de se lancer, de le faire tourner assez rapidement. Le SLO, ça veut dire mon temps de disponibilité ou mon temps de latence garantie, etc. Notamment sur la disponibilité, ce qui est intéressant, ce qui impacte le SLO, c'est le nombre de fois où il y a des problèmes, le mean time before failure, le temps qu'il vous faut pour détecter qu'il y a un problème. Donc si par exemple, je n'ai pas du tout de mesure, je dors, là tout va bien. Là, mon client appelle, mais en fait, j'étais en week-end, donc tout va bien pour l'instant. Et ensuite, lundi, j'arrive, 50 coups de fil. En fait, ça fait 1 jour et demi que je suis en panne. Donc là, mon SLO, il a perdu 1 jour et demi. Mon budget d'erreur a été consommé de 1 jour et demi. D'accord? Là, j'avais zéro anticipation. Si j'ai une alerte qui me dit au bout de 5 minutes et qui m'envoie sur un pager, là, il y a un truc qui ne va pas, j'ai consommé beaucoup moins de mon budget d'erreur et je vais pouvoir aller travailler à la correction. J'ai gagné beaucoup de temps. Donc le mean time before detection, il est important. Et pareil, le dernier, c'est le mean time to recovery, c'est à quelle vitesse je peux réparer le problème. D'accord? Et donc, vous savez, là, dans les films, il y a les dashboards super grands, et puis les gens regardent, et ah, ici, il y a un problème. Bon, c'est bien, mais vous n'avez pas payé des gens à regarder à 8 heures un dashboard et voir si d'un coup, ça passe de vert à rouge. D'accord? Déjà, c'est fatigant. On sait quand on conduit, en fait, on a tendance à avoir des accidents quand c'est un peu trop monotone. Et donc, ce qui est plus un dashboard, c'est utile pour aller, une fois qu'on sait qu'il y a un problème, d'aller voir sur quel sous-ensemble du système il y a un problème et d'aller zoomer peut-être vers des dashboards encore plus spécialisés et peut-être jusqu'au log. D'accord? Mais idéalement, ce dont vous avez besoin, c'est des alertes qui disent telle mesure, normalement, quand elle arrive là, après, il y a un problème. D'accord? Et cette alerte, c'est probablement la cause de telle erreur. Voilà comment essayer de la résoudre. Ça s'appelle les standard operating procedures. Alors, du point de vue de l'équipe, comment est-ce qu'on essaie de changer les choses? Quelles sont les petites recettes qu'on peut faire pour une équipe qui vient du développement applicatif et qui veut se lancer à être responsable de l'ensemble? Ça veut dire quoi, responsable de l'ensemble? Surtout quand vous avez une application qui a déjà été développée. Donc là, dans notre cas, Kafka a déjà été développé. On a des contributeurs chez Red Hat, mais en gros, le produit, il est là, quoi. Le code, il est là. Et en fait, il y a plein de choses. Quand on dit une équipe est responsable du service, alors là, j'ai réfléchi 5 minutes, j'ai mis quelques patatoïdes, mais en fait, il y en a encore plein. D'accord? Donc, c'est des patatoïdes ou pas? Donc en fait, il y a plein de choses dont l'équipe va être plus ou moins responsable. Comment on réagit sur les tickets, comment on script certaines choses, qui a le pager, quelle est l'API de management pour gérer les choses,
quel est mon pipeline de déploiement. Tout ça, ça va influencer le fameux SLO et le fameux service. D'accord? Quand je dis image registry, par exemple, c'est un exemple intéressant qu'on a eu. On a le service qui faisait le stockage de nos images qui sont déployées après en prod au sens container, qui était tombé. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que quand ce service-là est tombé, on n'était pas capable de déployer des nouvelles instances de Kafka parce que le Kubernetes, il allait vouloir fetcher les images et en fait, il ne les trouvait pas. D'accord? Parce que la policy de mise à jour, elle va toujours chercher l'image dans le système. Donc là, on avait une dépendance critique, donc on n'avait pas vraiment réalisé, qu'on a rendu non critique après. Donc, du point de vue architectural, les gens qui savent développer des applications, bah, ils savent les développer. Donc là-dessus, sur le côté développement applicatif, passez pas forcément beaucoup de temps. Passez du temps sur le reste, sur qu'est-ce qui se passe si ce truc-là marche pas. Qu'est-ce qui se passe voilà, si tu fais ça, mais ça corrompt les données. Ah, bah là, il faut réfléchir en disant, je sais pas trop, c'est une bonne question. Si ça se trouve, ça tombe complètement en carafe. Et du coup, là, ça va influencer peut-être votre architecture, votre code, votre migration, des choses comme ça. L'autre outil intéressant, c'est d'avoir des scénarios de désastre intéressants. Voilà, on estime que ça va tomber tous les X, comment on peut réagir. Donc, d'anticiper un peu avec des scénarios joués pour travailler sur le système. Blast Radius, c'est un point intéressant, c'est si tu fais une mise à jour et qu'en fait, elle n'est pas bonne, tu affectes combien de personnes, là, combien de requêtes ou combien d'utilisateurs d'un coup? Ah, en fait, tout le monde parce qu'on faisait le déploiement sur toutes les instances en même temps. Ah, ok, on va peut-être pas faire ça alors. Du coup, on va aller travailler à la structure qui va nous permettre de faire des déploiements progressifs. Pareil, si le système A il tombe, est-ce que tout le système tombe ou est-ce qu'il y a un mode dégradé? Est-ce qu'on continue? Tout ça, c'est des questions intéressantes sur lesquelles dont il faut se poser. Donc, si vous êtes le team lead d'une équipe qui fait cette migration-là, soyez le méchant qui pense à tous ces scénarios catastrophes pour essayer d'influencer la façon dont les équipes pensent les choses. Nous, il y a un pattern qu'on aime bien. Alors, ce n'est pas le seul pour nos SLO, mais c'est de simuler une application qui utilise de manière normale le service, donc un canary, et qui va déjà l'utiliser de manière systématique. Mettons, toutes les 3 minutes, l'application, enfin le service est utilisé, et on va remonter ces métriques qui vont nous permettre d'avoir des SLO beaucoup plus systématiques que le client qui nous appelle au bout de 3 heures en disant là, ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Et là, on dit on ne sait pas. Voilà. Donc là, on peut anticiper. L'autre, je vous l'ai dit un petit peu, faites démarrer votre service en tant que service le plus tôt possible. Alors, c'est peut-être juste pour l'équipe de 3, de 5, de 10, il y a une instance quelque part dans un coin, mais apprenez de ça. D'accord? Et faites que l'équipe elle-même s'en soit responsable, même si au final, ce ne sera peut-être pas elle qui va gérer les opérations au jour le jour. On en parlera un petit peu après. Nous, par exemple, on a créé au sein de l'équipe ingénierie une équipe qu'on appelle Own the Service, Run the Service, qui est en gros notre SRO, SRI interne, qui du coup nous permet d'avoir une boucle de rétroaction extrêmement rapide entre le développement, l'architecture et l'opérabilité. Donc les gens, au niveau de l'architecture, quand on définit les choses au niveau architectural, les gens qui opèrent le système en fait ont déjà une vue et peuvent avoir des conversations pour améliorer. Et puis vous allez faire tourner cette instance, ce service, ce qui fait qu'il va tomber. D'accord, au début, on ne sait pas faire tenir un service comme ça. Des fois, on se dit, on a déployé et puis mince, on n'avait pas pensé à la mise à jour en fait. Et en fait, on ne sait pas faire une mise à jour sans perdre les données. Ah, ok, maintenant, on va apprendre. D'accord. Et du coup, on va, en exerçant plusieurs fois ces opérations, donc en étant responsable du service très tôt, on va apprendre énormément. Pareil, tiens, on n'avait pas réalisé, mais en fait, là, l'exemple que je vous ai donné, que les images registry qui est indisponible, ça, on va l'apprendre avec simplement la réalité. Parce qu'on peut réfléchir de manière abstraite aux dépendances qu'on a, mais on en oublie forcément. Plein de choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et puis, on va pouvoir apprendre les métriques qui sont utiles et surtout les alertes qui sont les plus utiles pour anticiper le problème qu'on a vu. Donc vous allez avoir un mélange on va réfléchir au problème en abstrait, essayer d'anticiper, parce que les humains sont forts à ça, mais le plus tôt vous allez démarrer, le plus tôt vous allez le mettre dans cette ambiance d'apprendre à faire tourner le système et à le garder en vie.
Vous avez peut-être réalisé que votre système de déploiement est beaucoup trop long pour un service qui a un SLO beaucoup plus court que ce que vous pouvez vous permettre. L'autre chose, donc j'ai mis en place un truc, c'est que chaque instance de Kafka, c'était un petit chat. Et donc, quand il tombait, on tuait les petits chats. Et ça, c'est pas bien de tuer les petits chats. J'ai pas mis de photo, vous avez vu. C'est pas bien de tuer les petits chats. Et donc, on avait un panneau, pas de petits chats tués depuis tant de jours. D'accord? Et ça force la mentalité. C'est-à-dire qu'au début, on se dit, ah non, mais c'est qu'une instance de dev, on s'en fiche, on perd les données, c'est pas grave, c'est la migration, on est OK. C'est rationnel de dire, bah oui, en dev, on ne va pas faire l'effort de la migration des données, ça demande de l'énergie. Sauf que c'est un chemin que vous apprenez pas et donc de l'expérience que vous apprenez pas. Donc faites cet effort de ralentir un peu votre déploiement en prod en apprenant tant que ça reste en dev. D'accord? Et donc nous, au final, on a un vrai travail entre l'architecture, le développement et les ops qui travaillent ensemble dès le début à chaque fonctionnalité. Évidemment, ça va pouvoir influencer la valeur de votre SLO. Peut-être que vous avez réalisé que vous pouvez monter plus haut que ce que vous anticipiez ou plus bas. Voilà. Et vous allez pouvoir construire des solutions, des recettes, on en parlera un petit peu après, des solutions en cas de problème. OK? Ça va? OK. Alors, on va parler du côté Ops. Alors, c'est peut-être pas votre équipe et c'est peut-être votre équipe. En fait, ça va dépendre un peu de la taille que vous avez. Je vais faire un petit aparté sur ce que Google appelle le Site Reliability Engineering, qui est en gros le Ops, mais qui réfléchit avec une mentalité de développeur qui veut automatiser les choses, en gros. Et en fait, l'idée, c'est quand le système est de plus en plus chargé, alors plus de requêtes par seconde ou plus d'instances, ça dépend un petit peu de ce que vous appelez un service, que ce soit les API chez vous ou autre chose. Et ce qu'il faut, c'est que ça ne demande pas 3 fois plus d'ops, à chaque fois vous faites 3 fois plus de charges. D'accord? Donc comment est-ce qu'on peut scaler sous-linéairement ou logarithmiquement et en ne faisant pas trop augmenter la taille de l'équipe tout en augmentant la charge au niveau du système. Et après, en fonction de vos équipes, soit vous êtes une équipe qui est complètement autonome, littéralement en DevOps, et vous avez tout le monde a le pager dans l'équipe de développement et vous faites des rotations. Après, en fonction de votre temps de disponibilité, si c'est du 24/7, 365 jours par an, il faut quand même des équipes assez grosses pour supporter les vacances, surtout en France, les gens qui sont malades, le 24/7, etc. Donc nous, c'est vrai qu'on a un modèle où on a les équipes de dev et des équipes SRI qui sont responsables de plusieurs services. Et donc l'interaction, elle a été très challengeante chez nous parce que j'avais vraiment l'impression de parler à quelqu'un, mais on avait la même langue, mais on ne se comprenait pas vraiment. En fait, il y avait un dialecte différent, je ne comprenais pas les concepts exactement. Et du coup, il y a eu un énorme effort de communication. Et ce qui a aidé, bah déjà, c'est d'avoir ces communications humaines de 1 à 1. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aide à la transformation vers chacun est responsable du SLO, du point de vue dev, allez parler à quelqu'un qui est aussi moteur de ce côté-là au niveau plus SRI ou opération et travailler à la communication pour à chaque fois qu'il y a des petites choses, des petites embrouilles qui montent, que vous soyez capable de prendre du recul et d'aller calmer les équipes et les réorienter vers l'objectif. Et au final, ce n'est pas eux, nous et eux, c'est nous ensemble qui gérons le service. D'accord? Donc la communication et la confiance, c'est super important. Et un outil, du coup, c'est ce fameux SLO, parce qu'à partir de là, justement, les ops, ils vont pouvoir voir l'architecture et dire, ouais, mais il se passe ça. Et ils vont avoir une expérience qui est beaucoup plus faible que la vôtre sur la connaissance du système, mais beaucoup plus forte sur l'interconnexion entre systèmes, surtout si c'est des systèmes avec lesquels vous êtes connectés, que eux ils opèrent en plus. D'accord? Et du coup, c'est un pont de communication. C'est pour ça que c'est aussi important et que ça vient hyper tôt dans la définition d'une équipe et d'un service. Donc, ils vont vous parler d'observabilité, parce que si on est aveugle, on ne sait pas si ça marche, le système marche ou le système ne marche pas. Et donc, souvent, on a même des alertes sur le système d'alerte. D'accord? Si on a un switch, on appelle le deadman switch, qui dit en gros si l'alerte elle marche plus, ben, j'alerte quelqu'un en disant ben, là il y a un problème, je commence à être aveugle. Et puis ce qui m'a vraiment frappé,
c'est que quand on est développeur applicatif, on est là. Alors voilà, il y a la queue interne ici. Si elle est un peu trop longue, le ring buffer, il se met à saturer. Du coup, on perd 15% de CPU et donc c'est pas bien. Donc on envoie des métriques comme ça. Et en fait, l'Ops, il veut savoir si c'est up ou down, si les messages peuvent être envoyés ou pas. Quelque part, si la machine, elle souffre, si elle est moins efficace, c'est intéressant, c'est utile, mais de second ordre ou de troisième ordre. Ça va être plutôt quand on va aller zoomer ou quand on va vouloir anticiper certaines alertes. Et donc, ça m'avait vraiment frappé la façon de... les métriques entre vue d'un dev et vue de quelqu'un qui les utilise pour essayer de garder le système actif et de le sauver. Donc, apprenez de ça et ayez des choses très gros grains venus du SLO avant d'aller aussi zoomer sur les dashboards, sur le détail de vos métriques. En même temps, c'est hyper dur. Donc là encore, au début, dans la phase de début, vous allez déployer le système. Vous allez avoir trop de métriques. C'est probablement OK d'en avoir un peu trop parce que vous ne savez pas les alertes qui vont être utiles. Donc, il faut d'abord collecter les métriques et les comprendre. Vous allez faire du machine learning avec votre cerveau. Et ça marche. Il n'y a pas besoin de trucs super. Vous pouvez le faire à la main et ça marche très bien. Mais ce qui est, pour ceux qui étaient à la présentation sur Kafka, vous avez vu, je vous ai montré des alertes qui sont vraiment basiques. Mais en fait, avec ça, on passe de pas de disponibilité ou pas savoir à très haut, très très vite. Donc c'est OK d'être un peu large, mais après, vous allez vraiment réfléchir. Pourquoi ce dashboard, il est là? Est-ce qu'il est fait pour faire beau parce que c'est Noël? Ou est-ce qu'il a un objectif? Et c'est quoi son objectif? Et du coup, vous allez adapter les choses. Par exemple, tiens, là, il y a un truc en sous-partition. Ce qui serait bien, c'est peut-être d'avoir la liste effective et le nom du cluster qui est en problème, par exemple, ou le nom de l'instance qui est en problème. L'autre chose qu'ils vont vous demander, c'est, bon, bah, c'est simple. Dès qu'on met un truc en prod, il faut qu'on puisse revenir en arrière facilement. D'accord? Déjà, ça, parmi il y a le code applicatif, j'ai montré plein de choses. Bah, déployer et pouvoir revenir en arrière, ça c'est un élément important que l'équipe va peut-être développer. C'est un outil pas périphérique, mais il est central au niveau d'un service, juste c'est pas le code applicatif. Quand on réfléchit à pourquoi les choses tombent, il y a le cas anecdotique où on est au-delà de la limite. Je crois que c'est AWS l'année dernière qui a eu un cas intéressant où ils ont scalé, puis à un moment, ils ont voulu monter à un peu plus. Ils ont atteint la limite du U-limit qu'ils avaient défini sur leur kernel. Et d'un coup, toutes les communications qui étaient de point en point avec tous les nœuds ne marchaient plus du tout. C'était un de leurs systèmes assez critiques, c'est-à-dire qui était utilisé par plein d'autres. Et donc, il y a eu un downtime assez important. Mais ça, c'est assez rare, en fait. Surtout si vous avez défini vos limites et que vous avez pu faire des tests de charge. Ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est je change une config, je déploie, et en fait, ce n'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Et donc, il faut être capable de revenir en arrière super vite. Je fais une migration de software, et en fait, ça ne va pas du tout par rapport à ce qu'on n'avait pas anticipé certaines choses. Il faut que je puisse revenir en arrière rapidement. Mais revenir en arrière d'un déploiement applicatif, ce n'est pas forcément simple, surtout quand on a commencé à changer les données. Voilà, on sait qu'il y a certaines migrations où c'est un peu, on a brûlé les ponts, quoi. Et donc, les hommes vont dire qu'il faut absolument pouvoir revenir en arrière. Et là, vous dites non, mais là, c'est 2 ans et demi de développement. Et du coup, c'est là où il faut avoir la confiance et discuter ensemble. Un autre mode, c'est le fameux roll forward, où on dit on ne peut pas revenir en arrière, mais par contre, on va travailler avec une équipe, là, justement, sur cette migration qui est critique. Et on va être capable de mettre à jour rapidement, de découvrir les bugs, les analyser et mettre à jour voilà, en 1 heure et de redéployer les choses. Donc, c'est du roll forward. On va aller corriger et aller de l'avant. C'est un autre truc qui est super intéressant d'ailleurs sur les tests aux limites, c'est du coup les tests de performance, c'est que ça donne confiance à l'équipe Ops parce qu'il sait qu'on a testé aux limites. Et mine de rien, on va aller toucher beaucoup de problèmes déjà. Ça, c'est important aussi. Alors nous, on a une règle qui dit que toute alerte doit avoir une solution, en fait, une recette de solution. Une standard operating procedure en langage SRI. C'est vraiment utile parce que même si vous êtes en DevOps et que c'est l'équipe de dev qui gère, celui qui est vraiment expert du système qui est en carafe, statistiquement, ce n'est pas celui qui est pagé ce fameux dimanche-là. D'accord? C'est un autre. Du coup, il faut écrire ça pour quelqu'un qui n'est pas du tout expert du système et qui est fatigué. C'est quasi la fin de son shift et malheureusement, il est tout seul dans le bureau. D'accord? Donc, il faut aller vraiment détailler. Voilà la raison de cette alerte.
voilà ce qui te permettra de la résoudre, voilà les étapes pour la résoudre, voilà ce qui te permettra de dire c'est bon, c'est résolu, et en cas de problème, voilà la façon de troubleshooter les choses. D'accord? Et surtout, faites que l'équipe de dev, et c'est pour ça qu'on a un run the service qui fait partie de l'équipe d'engineering et de dev, c'est que l'équipe de dev va pouvoir influencer énormément les standards d'operating procedure. D'abord parce qu'ils connaissent beaucoup mieux le système, on sait que tel framework fonctionne bien, etc. Et surtout, on peut dire, ah ouais, mais cette procédure, elle est vraiment compliquée à expliquer. En fait, si on passe 2 semaines de dev à aller simplifier ça, en fait, on n'a carrément plus du tout ce problème d'alerte, ou alors on va simplifier énormément la standard operating procedure. Donc en fait, architecture, dev et ops, c'est un triangle et on va pouvoir avoir plus de flexibilité sur la façon de résoudre le problème parce qu'on a un déploiement qui est bien connu, qui est celle de notre service. Euh, donc l'étape 0, c'est votre client qui vous appelle en disant que ça ne marche plus. Donc là, OK. Et du coup, là, ben, vous êtes en mode debug. Donc là, le dashboard, c'est bien pour aller voir quel composant, a priori, est plutôt dans le rouge et d'aller zoomer peut-être avec d'autres dashboards plus détaillés, puis après peut-être jusque dans les logs. Le deuxième, bon, étape 0, c'est trouver la cause. Et donc ça, idéalement, vous ne voulez pas arriver très souvent dans ces cas-là. Et ces cas-là, une fois que vous les avez eus, vous apprenez de ça et vous écrivez une solution, une recette de solution. Du coup, après, vous êtes dans l'étape 1 qui dit, ah, OK, on a ce problème, on ne l'avait pas détecté, on ne l'avait pas anticipé, mais au moins, on a une solution qu'on peut suivre. Ça, c'est bien, mais le problème, c'est que votre système, il est passé indisponible pendant un certain temps. Donc, vous allez construire des métriques et des alertes par-dessus pour anticiper, plus ou moins. Après, on peut avoir des alertes qui anticipent en disant, bah là, dans 4 jours, tu es mal, ou alors dans 3 minutes, tu es mal. D'accord? Il y a différents niveaux d'alerte. Un qui va envoyer le ticket, l'autre qui va envoyer un message d'alerte à quelqu'un et le réveiller. D'accord? Et évidemment, la solution idéale, c'est que le système, il voit ça et en fait, il anticipe, il va s'auto-corriger. Mais c'est peut-être, enfin, brûlez pas les étapes parce que si ça se trouve, cette alerte, elle n'arrive que tous les 2 ans et demi. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser 1 mois et demi d'engineering pour un truc qui arrive tous les 2 ans et demi? Et donc là, votre SLO et le retour d'expérience va vous donner les informations sur ce que vous devez anticiper par rapport à ce que vous acceptez de garder à la main. Celui-là, il est intéressant. Alors, en fait, je pense que chaque organisation a son modèle. Donc, je vous en montre deux. Donc, nous, je vous ai expliqué, on a les équipes de dev et puis après, on donne avec notre équipe de pré-SRI qui est dans les équipes de dev. Et après, on a l'équipe SRI en tant que telle qui est un peu plus généraliste. Et en fait, on a Et en fait, parce que chaque équipe de dev n'est pas assez grande pour supporter le 24/7, enfin, ça ne serait pas particulièrement efficace. Donc, c'est un autre modèle qu'on a choisi. Ça marche, il n'y a pas de problème, avec la communication forte entre les équipes. Par contre, quand on met en place un service, eh bien, d'abord, l'ingénierie elle-même supporte le service et montre que le SLO peut être atteint. Alors, ça ne veut pas forcément être disponible pour les clients, mais c'est peut-être disponible en interne et utilisé, sur lequel on l'a fait tourner. On a vu qu'on arrivait à atteindre le SLO. Donc, au bout de, mettons, 3 mois, la confiance est là et l'équipe SRI accepte de prendre la responsabilité avec les règles, les standards d'operating procedure, etc., qui ont été travaillés de concert à prendre le pager. Et puis, si à un moment ça se dégrade et que systématiquement le SLO n'est pas atteint et que ça stresse ces gens qui doivent se réveiller le samedi ou le dimanche, là, il y a une procédure qui rend le pager à l'équipe d'ingénierie et c'est notre boucle de rétroaction en disant, bah là, l'ingénierie, vous avez un peu trop pris des libertés d'innovation. Alors en vrai, je dis ça, mais c'est faux. En fait, l'innovation et la stabilité ne sont pas corrélées. Surtout dans les équipes qui sont capables de faire beaucoup de livraisons par jour et qui sont dans un mode vertueux de petites livraisons extrêmement fréquentes parce qu'on trouve les problèmes très vite et on les corrige très vite et c'est surtout sur un delta plutôt qu'une grosse migration. Je referme la parenthèse. Et du coup, après, on repart sur revalider le SLO et aller améliorer. Google a une approche un peu différente. Ils ont des équipes SRI qui sont censées dépenser jusqu'à 50% de leur temps sur ce qu'ils appellent le toil, c'est-à-dire les trucs être alerté, devoir gérer, lancer des scripts et des choses comme ça, et 50% sur améliorer le système pour l'automatiser, pour qu'il y ait moins besoin de SRI pour le gérer.
Et eux, quand ils du coup dépassent leur budget d'erreur ou que le toil est trop élevé, en fait, les SRI en fait piquent des devs de l'équipe de dev. Les gens de l'équipe de dev reviennent plus dans le côté SRI pour du coup supporter une charge plus lourde. Et quelque part, ça ralentit l'équipe de dev. Et l'équipe de dev n'est pas autorisée à déployer des nouvelles fonctionnalités, sauf des bugs critiques de sécurité notamment, et sauf à aller corriger justement des causes qui font que le SLO n'est pas atteint. D'accord. Et après, on revient sur de la maturation. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple sur... Donc on a plusieurs services, mais celui sur lequel je vous ai parlé, c'est le Kafka as a Service de Red Hat. Vous pouvez aller sur redhat.com/Kafka ou alors utiliser le QR code qui est ici. Et maintenant, il nous reste 4 minutes et demie. Est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce qui ça vous a lancé? Ou du retour d'expérience, parce que moi, ça m'intéresse aussi. Ouais, ouais. Donc la question, c'est, avant, on avait les devs très séparés des ops. Et puis, on est venu à la mode DevOps où tout le monde était en fait dans la même équipe. Et là, on revient en arrière. C'est une bonne question. Alors moi, j'ai une version un peu plus négative de avant-avant. Pour moi, il y avait les devs qui détestaient les ops et inversement, et qui s'envoyaient la procédure de 257 pages pour comment gérer le système et l'installer. Et surtout, il fallait suivre le template, machin, etc. Donc en fait, il y avait un conflit. Et en fait, il n'y avait pas une intention commune du succès du système. En tout cas, au niveau des équipes, il n'y avait pas ça. Après, je pense qu'il y a il y a des organisations sur lesquelles le DevOps va fonctionner. Peut-être que l'application, le week-end, c'est pas grave si elle est pas active. Moi, ce que je dis juste, c'est que si on veut faire du 24/7, 365 jours par an, rien qu'en actif, il va falloir 2 ingénieurs par zone de données. Donc, ça fait 6 personnes. Et voilà, 6 personnes. On n'a pas pensé aux vacances encore. Donc ça demande une taille assez conséquente en fonction de vos organisations. Je sais que chez Red Hat, on a des équipes plus légères. C'est pour ça qu'on a un mode où on a des équipes SRI un peu plus, enfin, qui sont séparées. Mais le travail qu'on a fait, c'est de travailler ensemble et de partager ce SLO et d'avoir euh, je suis désolé, j'ai le mot anglais qui m'arrive, ce ownership qui est commun avec cette volonté d'aller en avant. Voilà. Après, je pense que l'approche DevOps fonctionne chez d'autres équipes. Peut-être qu'il y a des gens qui ont cette expérience ici. Une autre question? Il nous reste 2 minutes. Je ne vois pas. Je ne sais pas s'il y en a une. Ah, ouais, vas-y, pardon, Kevin. Ouais. La question, c'est donc quand il y a des problèmes, est-ce que vous avez des notions de post-mortem? Donc là-dessus, comme beaucoup de gens, on a carrément pompé sur l'expérience Google, en tout cas de ce qu'ils ont documenté. Donc oui, on appelle ça, nous, la root cause analysis, où on va, donc après Log4Shell, par exemple, on a été, comme beaucoup de gens, sur le pont. Des choses qu'on a trouvées, pas plutôt bien sorties, mais il y a des choses qu'on a trouvées. Donc, on a été analysé et du coup, ça se log dans le ticket. Après, ça se repriorise dans le backlog en fonction de ça. Il faut un travail intéressant avec les product managers pour être en conscience sur la stabilité justement entre la stabilité et les nouvelles fonctionnalités. C'est là où le SLO et la mesure peut être intéressant là-dessus. Voilà, Il y a une question par là. Ouais, Bonjour, merci pour la présentation. ouais. Dans les recommandations dans la présentation, là, il y avait faire participer les devs au SOP. Ouais, Alors que généralement, les devs, ils n'ont généralement pas accès à la prod. Et d'accord. comment ça se fait? Ouais, c'est une question intéressante. Effectivement, il faut aussi travailler la séparation de qui a le droit à quoi en prod et les accès. Mais écrire le standard operating procedure, ça ne veut pas dire avoir accès à la machine et faire des choses. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui va le faire. Et après, tu as ton mode staging sur lequel peut-être l'équipe de dev a plus de droits. Il peut faire l'expérience de ces standards operating procedure. Et tu as la prod qui est différemment. En tout cas, chez nous, c'est comme ça qu'on
on le fait. Par contre, le repo dans lequel il y a les standards operating procedure, il est partagé, tout le monde peut contribuer dessus. Voilà, il me reste 15 secondes, donc je pense qu'on va arrêter là. Par contre, je vais rester là et je veux bien aussi votre retour d'expérience. Donnez-moi du feedback sur la presse. Merci beaucoup.